pour parler franchement, c'est à mon sens un des dispositifs les plus comment dire, les plus puissants fiscalement parlant. Quel est le problème en fait? Le problème, c'est que dans le cas d'une transmission d'entreprise, lorsque la fiscalité est si importante, ça peut décourager le chef d'entreprise de transmettre à ses enfants et il peut potentiellement préférer céder ses parts, notamment à un investisseur étranger. Le montant, si on fait la somme du montant de l'impôt sur la plus-value et des droits de transmission, ce serait 2 245 000. Maintenant, s'il décide de conclure un pacte du trail, d'accord, le montant des droits de donation sont de 78 000 euros. Donc, tout de suite, on imagine l'intérêt fiscal de ce dispositif, d'autant plus qu'il n'y a aucun plafonnement. D'accord? Donc, la boîte peut valoir 1 milliard, ce sera pareil. Bonjour et bienvenue pour notre premier podcast sur notre chaîne YouTube Mon Conseil Fiscal. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être en compagnie de Maître Nicolas Rosenbaum, qui est avocat fiscaliste à Paris. Et on va pouvoir parler avec lui de l'intérêt et des enjeux liés au dispositif fiscal, un dispositif fiscal important pour les entrepreneurs qui est le pacte du trade. Alors, on a choisi de traiter ce sujet comme premier podcast sur notre chaîne parce que c'est un enjeu important pour les entreprises et les entrepreneurs et qu'il est important de bien comprendre comment fonctionne ce régime fiscal. Je vais laisser la parole à Maître Rosenbaum, à Nicolas, pour qu'il puisse nous expliquer en quoi consiste le pacte du trade. Bonjour Maxime, merci d'abord de m'inviter sur ta chaîne. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais effectivement me présenter en quelques mots. Donc, je suis Maître Nicolas Rosenbaum, je suis avocat fiscaliste. Je suis inscrit au barreau de Paris depuis plus d'une dizaine d'années, 13 ans. Je suis par ailleurs enseignant en gestion de patrimoine et en fiscalité internationale. Je dispense par ailleurs certaines formations, notamment en matière de fiscalité immobilière. Merci D'accord. Nicolas. Du coup, on va Ouais. pouvoir on va pouvoir rentrer dans le vif du Hmm. sujet et expliquer en quoi consiste ce fameux pacte du trade. Ok, effectivement. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, le pacte du trail. Pour parler franchement, c'est à mon sens un des dispositifs les plus comment dire, les plus puissants fiscalement parlant. C'est donc à mon sens indispensable que tes abonnés, qui sont par définition des gens qui s'intéressent à la gestion fiscale de leur patrimoine, puissent au moins avoir une idée de ce que c'est. Donc, comme la plupart des gens le savent, effectivement, lorsqu'on transmet des parts d'une entreprise, et que ce soit à titre gratuit, enfin que ce soit dans le cas d'une donation ou dans le cas d'une succession, il y a des droits d'enregistrement à régler. Donc en ligne directe, c'est-à-dire notamment par enfant, le barème peut aller jusqu'à 45%. Alors certes, il y a un abattement de 100 000 euros par parent par enfant qui peut se renouveler tous les 15 ans, mais n'empêche que on imagine tout de suite que lorsque on transmet les parts ou les actions d'une société qui vaut beaucoup d'argent, et bien tout de suite la fiscalité peut devenir très vite rédhibitoire. Donc c'est justement pour remédier à ce problème que le législateur est intervenu. Parce que quel est le problème en fait? Le problème, c'est que dans le cas d'une transmission d'entreprise, lorsque la fiscalité est si importante, ça peut décourager le chef d'entreprise de transmettre à ses enfants et il peut potentiellement préférer céder ses parts, notamment à un investisseur étranger, ce qui ne va pas plaire au législateur. Ou alors, il peut décider de ne pas donner, il meurt avec, les héritiers sont censés s'acquitter des droits et ils peuvent tout simplement pas le faire. Donc, du coup, l'entreprise court à sa perte mais parfois, du coup, ils sont obligés de vendre. Donc, c'est justement pour éviter que on en arrive à ça que le législateur est intervenu depuis maintenant quasiment 20 ans, 2000, je crois, 23 ans, pour justement créer ce dispositif de faveur pour les donations, successions de parts d'entreprise. D'ailleurs, petit aparté, c'est tellement important comme dispositif que il y a pas mal de jurisprudence sur des conseils dont la responsabilité a été engagée, parce qu'ils n'ont tout simplement pas pensé à parler de ce dispositif à leurs clients. Je Ok. pense notamment aux notaires et même certains avocats. Bref, donc pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ce dispositif? Donc l'idée, c'est d'appliquer un abattement de 75% de la valeur des titres d'une société opérationnelle. Je reviendrai là-dessus sur ce que c'est qu'une société Mhm. opérationnelle.
Mais l'idée, c'est donc pour soumettre pour le calcul des droits de transmission, que ce soit donation ou succession, on applique un abattement de 75% sur la valeur, ce qui est donc du coup assez énorme quand même, hein. Ouais. Et cerise sur le gâteau, si le donateur a moins de 70 ans et que la donation a lieu en pleine propriété, je ferai un petit aparté aussi là-dessus, Mhm. parce qu'on peut donner en démembrement en Dutreil, ce que je ne recommande pas, mais bref. Donc, si le donateur a moins de 70 ans et donne en pleine propriété, en plus de l'abattement de 75%, une fois qu'on a calculé les droits, il y a une réduction de droits de 50% qui s'applique. Donc, tout de suite, on imagine l'intérêt fiscal de ce dispositif, d'autant plus qu'il n'y a aucun plafonnement. D'accord? Donc, la boîte peut valoir 1 milliard, ce sera pareil. Et ça serait intéressant du coup de Ouais, voir pour un cas concret ouais, parmi tes d'accord. clients ce qui a pu être fait et comment on a pu Ouais, économiser d'accord. vraiment. Ouais, ok, Sur effectivement, je l'impôt. donne un petit cas concret. Alors, petite chose aussi importante, parce que je sais que par expérience, le dispositif est tellement intéressant que, en fin de compte, total, il y a quand même pas mal de gens qui en ont déjà entendu parler. Mhm. Mais je constate que il y a quand même certains freins psychologiques, certains, comment dire, il y a des a priori qui sont pas exacts, qui font que parfois les gens disent ah oui, mais j'en ai entendu parler, mais non, j'ai pas spécialement envie, c'est complexe. Et puis surtout, parfois j'entends j'ai pas d'enfant repreneur. Mhm. Et pas d'enfants repreneurs, ou alors j'ai peut-être des enfants repreneurs, mais pas tout de suite. En attendant, moi, je vais pouvoir vivre de ma société, et puis potentiellement la céder, et puis je vais pouvoir diriger. Voilà, j'ai pas envie de lâcher. Ce que j'entends, hein. Mais il faut savoir que en mêlant bien le fiscal, donc le du travail, et le juridique, on peut arriver à dissocier. Je ne sais pas être trop technique, hein, mais c'est très important quand même de préciser. On peut arriver à dissocier l'avoir et le pouvoir. C'est-à-dire qu'avec des actions de préférence, notamment dans le cadre de sociétés par action simplifiée, hein, ce que j'utilise assez souvent, ou alors lorsque ce n'est pas le cas, on transforme en SAS, on permet aux chefs d'entreprise de transmettre tout ou partie de ces titres, mais ils conservent des actions de préférence, ce qui fait que, en fin de compte, ils gardent les pouvoirs et droits financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça lui permet de bénéficier du pacte du Dutreil tout en conservant les pouvoirs. Et après, quitte à ce que les enfants après cèdent à un repreneur. Voilà. Donc, c'est très important de le préciser. Je m'arrête là. Mais en tout cas, sachez que ce pacte du Dutreil ne s'adresse pas exclusivement aux dirigeants d'entreprise qui souhaitent s'arrêter de travailler, tout simplement. D'autant plus que le dirigeant peut continuer à diriger l'entreprise. Voilà. On peut Ouais, souvent penser que c'est juste dans le cadre de la transmission, juste avant le décès, mais en fait non, il y a toute une exactement. opposition fiscale en amont à prévoir et à bien encadrer du coup avec un Tout à avocat, fait. notamment sur l'aspect juridique qui est très important. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, 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 non, effectivement, et en fin de compte, c'est vraiment n'importe quel dirigeant d'entreprise. Alors c'est vrai que si on n'a pas d'enfant, qu'on veut pas spécialement en avoir, qu'on veut rien faire, qu'on n'a pas pour projet de transmettre quoi que ce soit, bon, pourquoi dans ces cas-là, c'est peut-être pas utile. Mais dès qu'on a des enfants, la volonté d'en avoir et de transmettre, pas forcément tout, mais ne serait-ce qu'une partie de son entreprise, même si l'enfant n'est pas repreneur, ça peut être utile. Alors, il y a aussi, j'y pense, avant de parler du cas concret, Mhm. parce que parfois j'entends aussi les gens qui disent ouais, mais je préfère faire un démembrement. Donc plutôt donner un démembrement pour tes abonnés qui savent pas, effectivement, c'est on donne généralement la nue propriété. La nue propriété est composée de l'usufruit, qui est Mhm. le droit de jouir des fruits en fait, et la nue propriété qui, pour faire simple, est simplement le droit d'attendre que l'usufruitier décède. Donc il a son mot à dire pour la cession, il peut récupérer aussi un peu d'argent s'il le souhaite au moment de la cession. Mais l'idée, c'est ça. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, notamment en matière de démembrement des parts de société. Bon, donc parfois j'entends dire, ouais, je préfère faire un démembrement, donc transmettre la nue propriété de mes parts à mes enfants, hors du trail, et du coup, à mon décès, donc j'assure ma succession, et à mon décès, l'usufruit arrive, rejoint la nue propriété en toute franchise de taxe. Bon, donc c'est un dispositif qui est assez intéressant. Moi, je peux très bien le conseiller, mais plutôt en matière patrimoniale, hein, pas opérationnelle, hein, où Mhm. le pacte du trade est éligible. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que je trouve qu'il y a quand même plusieurs avantages au du trade par rapport au démembrement. L'inconvénient du démembrement
dans le cadre, en tout cas, de l'opérationnel par rapport au Dutreil, c'est quoi? Alors déjà, c'est moins intéressant fiscalement parlant parce que, comme je vous l'ai dit, en Dutreil, on a un abattement de 75%. Je ne parle même pas de la réduction de 50%. Alors que si on démembre, donc on donne la nue propriété, il y a effectivement aussi un abattement qui s'applique, mais ce n'est pas le même, il est moins important. Plus le donateur est âgé, moins c'est intéressant en fin de compte, hein. Donc, pour donner un exemple, par exemple, on va dire que le chef d'entreprise a, on va dire, 55 ans, parce que la propriété est évaluée à 50%. Donc, en gros, ça donne droit à un abattement de 50% contre 75% pour le Dutreil, sans compter la réduction de droit de 50%. Donc, déjà, premier point, le Dutreil remporte la bataille, entre guillemets, là-dessus, sur le droit. Ensuite, autre problème du démembrement par rapport au Dutreil, c'est que en cas de cession, le chef d'entreprise, du coup, conserve l'usufruit. D'accord. Au moment où il va céder cet usufruit, si jamais il trouve mettons qu'il trouve un tiers acquéreur, et dans ce cas, l'acquéreur va racheter à la fois la nue propriété aux enfants et l'usufruit aux dirigeants. Le dirigeant, en cédant son usufruit, va payer un impôt sur la plus-value. D'accord. Par rapport à cet usufruit. Alors, les enfants, certes, vont payer a priori peu, voire pas d'impôt si la cession a lieu peu de temps après la donation, puisque la donation efface la plus-value. Alors que si jamais on privilégie une transmission en pleine propriété, d'accord, en Dutreil, eh bien, lorsque les enfants vont céder, s'ils cèdent peu de temps après, donc on va le voir après, le Dutreil, il faut tenir 6 ans. Avec les critères d'éligibilité. Voilà, exactement. Voilà. Donc, si tous les critères sont remplis sur l'opérationnel, l'engagement de conservation, etc., on va y revenir après, de 6 ans, si les enfants cèdent, ben, potentiellement, il n'y aura quasiment pas de plus-value, hein, puisque la donation efface la plus-value. Alors, on peut dire, oui, il y a un abattement de 75%, est-ce que ça ne va pas diminuer le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value? Ben non, en fait, l'administration fiscale admet que pour le calcul de la plus-value en cas de cession, départ par les enfants, on tienne compte de la valeur départ au moment de la donation sans tenir compte de l'abattement. Donc, en gros, ils ne payeront pas d'impôt sur plus-value. Oui, en cas, il faudra faire à chaque fois des simulations pour voir ce qui est le plus intéressant. Exactement. Et ce qui semble être toujours le plus intéressant, à peu près, dans Ouais. la majorité des cas, ça sera ce pack du trail. Et du coup, sur Ouais. le cas concret que tu voulais nous... Ouais, effectivement. Donc, le cas concret. Donc, moi, j'ai un client en ce moment qui m'indiquait qu'il envisageait potentiellement de céder son entreprise. Il a voilà, la soixantaine. Il envisage peut-être de s'arrêter. Il a potentiellement un acquéreur. Donc, il a également 2 enfants. Donc, il ne sait pas trop. Est-ce qu'il cède? Est-ce qu'il transmet à ses enfants? Il n'est pas forcément certain qu'il y en a un qui va reprendre. Bref. Aujourd'hui, cette entreprise, elle vaut, m'a-t-il indiqué, 5 millions d'euros. D'accord. Donc, il a le choix. Donc, comme j'ai dit, soit de ne pas conclure le pacte du Dutreil et de céder son entreprise, soit de transmettre ses parts en pacte du Dutreil. Alors, si il cède son entreprise à ce tiers, déjà, il va payer un impôt sur la plus-value. D'accord. La somme restante, en admettant qu'il ne la dépense pas, hein, à son décès, elle va être également dans son patrimoine imposable au droit de succession. Donc, dans un cas de figure comme celui-là, eh bien, le montant, si on fait la somme du montant de l'impôt sur la plus-value et des droits de transmission, ce serait 2 245 000. D'accord. Ce qui est presque Maintenant, la moitié. ouais, c'est presque la moitié. Ouais. Maintenant, s'il décide de conclure un pacte du Dutreil, d'accord, le montant des droits de donation sont de 78 000 euros. 2 245 000 d'un côté, 78 000 euros de l'autre. La différence est juste énorme. Sachant que si les enfants veulent après céder, donc il faut qu'ils attendent 6 ans, bien comme je vous le disais tout à l'heure, l'impôt sur la plus-value sera très proche de 0, puisque en fin de compte, la plus-value prise entre la donation et la cession sera très faible. Donc voilà, pour ce cas concret. Oui, on voit vraiment la puissance du pacte du Ouais, trail au niveau fiscal et en économie ouais, d'impôt. ouais, tout à fait. Et du coup, on va terminer ce podcast sur Ouais, l'aspect un peu plus technique sur les questions de critères d'éligibilité parce que c'est bien d'avoir quand même certaines ouais, connaissances dessus. On va pas non plus rentrer dans tous les détails parce que c'est très juridique et c'est ouais, ça aussi que Nicolas est là pour vous accompagner sur les questions de pacte du trail et sur comment bien remplir toutes les conditions d'éligibilité du pacte du trail. Mais en tout cas, il faut quand même avoir en tête le fonctionnement global et notamment sur les conditions d'engagement
à prendre. Effectivement, c'est parmi les conditions, il y a figure les conditions d'engagement. Alors juste, euh, quelles sont les sociétés éligibles? Parce que c'est quand même une question Mhm. importante. Comme je le disais tout à l'heure, c'est des sociétés opérationnelles, donc exit les sociétés SCI, patrimoniales, malheureusement, ce serait trop beau, mais non. Donc, par opérationnel, on entend quoi? On a toujours la même expression qui est toujours utilisée par le législateur, hein, c'est industriel, commercial, artisanal, libéral ou agricole. Voilà. Donc, exit les activités civiles. Alors, quand même préciser que il peut y avoir une activité civile, mais il ne faut pas qu'elle soit prépondérante, hein. Donc bon, c'est une notion assez subjective, la prépondérance. Je ne rentre pas dans le degré de détail parce que sinon, Oui, mais oui. voilà. En tout cas, l'idée, c'est que la société doit être effectivement opérationnelle. Donc ça, c'est une des premières conditions. Et opérationnel pendant toute la durée du pacte aussi, c'est important de le dire, puisque pendant un moment, c'était pas forcément net. Aujourd'hui, le législateur l'a rendu net, malheureusement. Donc, opérationnel pendant toute la durée du pacte. Alors, effectivement, comme tu le disais, il y a des conditions d'engagement, de conservation. En fait, il y a plusieurs périodes, hein. J'essaie de faire les choses les plus simples possibles. Donc, pendant la première période, le chef d'entreprise, donc le dirigeant. D'ailleurs, pas forcément. Le dirigeant, c'est pour les sociétés à l'IS. Il faut savoir qu'une société, donc ça je ne l'ai pas précisé, ça peut être à l'IR ou à l'IS, il n'y a pas de souci, d'accord? Ce qui est important, c'est que ce soit opérationnel. Si c'est à l'IR, la condition, c'est pas dirigeant, c'est il faut que la personne exerce une activité principale, d'accord, dans cette société. Bref, donc le dirigeant ou la personne qui exerce une activité principale va signer un engagement de conservation des titres, d'accord? Puis il peut le signer seul. Il y a encore quelques années, il devait forcément le signer avec d'autres associés. Maintenant, il peut le signer seul. Ce qui compte, c'est que cet engagement porte sur au moins, du moins pour les sociétés non cotées, j'avoue que j'ai pas de société Oui. cotée en client, mais en tout cas, la société Mais non pour le cotée, moment, je pense que ça suffira. Oui. voilà, c'est ça. Donc, c'est 17% de droits financiers, 34% de droits de vote. Effectivement, alors pourquoi cette différence? Parce qu'en fin de compte, il y a des sociétés pour lesquelles il peut y avoir une version entre le droit de vote et le droit financier. Euh, donc là, je répète, donc 17% de droits financiers et 34% de droits de vote. Donc, il peut le signer seul, comme je l'ai dit, ou avec d'autres associés. D'accord? L'un des associés doit forcément être dirigeant de l'entreprise pour les sociétés LIS ou exercer son activité principale si c'est une société LIR. Cet engagement, il est pris pour une durée d'au moins 2 ans. Alors, il peut s'étendre sur plus longtemps, donc on peut, dans l'engagement, dire, par exemple, qu'il est renouvelable tacitement. D'accord? Il y a des avantages et des inconvénients à cette solution, je ne rentre pas dans ce degré de détail. En tout cas, il faut qu'il dure au moins 2 ans. Et durant cette période, les associés qui ont signé cet engagement ne peuvent pas céder les titres à un tiers, un engagement. Par contre, ils peuvent se les céder entre eux. Si un associé cède ne serait-ce qu'un seul de ces titres à un tiers, il perd le bénéfice de l'exonération du pacte du travail pour l'ensemble de ses autres titres, même ceux qu'il n'a pas cédés. Et en plus, les autres associés, qui n'ont rien fait de mal, entre guillemets, hein, je parle de façon volontairement pédagogique, les autres associés, eh bien, ils peuvent être également impactés par cette cession si ben, du coup les conditions de seuil de 17% de droits financiers et 34% de droits de vote ne sont plus remplies. D'accord? Donc on est quelque part responsable aussi vis-à-vis des autres. Alors, bon, si jamais l'acquéreur, si c'est le cas, l'acquéreur peut s'associer au pacte, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau s'engager sur 2 ans, donc ça peut compliquer. Donc bref, en gros, céder un tiers. Ensuite, euh, une fois qu'on a signé ce pacte, eh bien, l'associé va pouvoir transmettre, s'il le souhaite, ses parts, ses actions ses enfants, à qui il veut. D'ailleurs, ce n'est pas forcément les enfants. Donc, cette transmission, pour peu qu'elle ait lieu durant l'engagement collectif de conservation si c'est signé avec plusieurs ou engagement unilatéral de conservation si c'est signé seul, eh bien, les héritiers vont pouvoir bénéficier du pacte du travail et donc de cette exonération, de cette fameuse exonération. D'accord? Mais il y a des obligations déclaratives au moment de recevoir les titres. Ils vont notamment s'engager, les héritiers ou donataires. Je dis héritier parce que ça peut également, comme je le disais, avoir lieu en cas de succession. Moi, je ne le conseille pas. Je conseille de donner rapidement après le pacte du trade, ne serait-ce que déjà parce qu'on ne sait pas dans quelques années si le pacte du trade sera toujours là. Voilà. Oui, aussi. Donc, Ouais. voilà, rien que pour ça. Donc, les donataires vont s'engager à poursuivre cet engagement collectif de conservation. Donc, si je dis un exemple,
l'engagement collectif a été signé initialement pour 2 ans et que je donne au bout d'1 an, le donataire va donc s'engager déjà à poursuivre cet engagement collectif qui dure encore pendant 1 an, d'accord. Et une fois que cet engagement a pris fin, il va s'engager à titre individuel cette fois pendant 4 ans. Alors, la différence entre ces deux périodes, donc je vais aller un peu plus dans le détail. Donc, dans la période de l'engagement collectif, après la transmission, c'est encore plus restrictif qu'avant la transmission. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je disais que les signataires pouvaient quand même s'échanger, se céder des titres entre eux. Là, c'est vraiment, il faut rien faire. C'est-à-dire que même si le donataire transmet ses titres à un autre signataire du pacte, euh, ça fait tout tomber. D'accord? Alors, depuis 2019, je crois, lorsqu'il cède à un signataire, la sanction est quand même moins importante que s'il cède à un tiers. Parce que s'il cède à un tiers, le donataire, il perd l'exonération sur tous les titres qu'il a reçus, hein, même ceux qu'il n'a pas cédés. Depuis 2019, de mémoire, s'il cède à un signataire, il n'a pas d'exonération sur le titre qui a été cédé, mais pas sur ceux qu'il a reçus. Voilà. Et naturellement, si du fait de cette cession, eh bien, il fait perdre les conditions de 17% et 34% que j'ai évoquées tout à l'heure, les autres signataires sont impactés. Ça, c'est pendant l'engagement collectif de conservation qu'il doit prendre, qu'il doit respecter jusqu'à la fin. Et comme je vous le disais, après cet engagement collectif, il y a cet engagement individuel de 4 ans. Alors, ce coup-ci, la différence, c'est que les sessions n'ont pas d'impact sur les autres, c'est chacun pour sa peau, en fait. Hein. N'empêche que pendant 4 ans, il faut toujours rien faire. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut tenir quand même 6 ans entre le moment où on signe le pacte et le moment où effectivement on peut céder. Donc, ça, c'est pour les conditions liées à la conservation. Autre condition quand même importante, c'est la fonction de direction. Donc, après la transmission, la fonction de direction doit être impérativement exercée soit par le donataire, soit par le donateur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'un enfant soit repreneur, puisque le donateur peut continuer, même après la transmission, à exercer la fonction de direction. Alors, je terminerai quand même juste parce que c'est quand même juste important de le signaler. Parler en quelques minutes du pacte réputé acquis. Oui, parce qu'il y a Donc, aussi la possibilité voilà, d'avoir un pacte réputé acquis. ouais, effectivement, je voulais en dire quelques mots. Donc, le pacte réputé acquis, c'est quoi? C'est en fait, mettons que le chef d'entreprise se rende compte que, bon, en fin de compte, il n'a rien signé, mais dans les faits, bah, ça fait 2 ans qu'il a bien respecté les seuils. D'accord? Il est dirigeant, donc il dit, bah, moi j'ai respecté les seuils, je transmets, et en fait, tout de suite partir, du coup, l'engagement individuel de 4 ans. C'est possible, c'est ce qu'on appelle l'engagement réputé acquis. L'inconvénient de ça par rapport au régime entre guillemets classique où on signe, c'est que dans le pacte réputé acquis, la fonction de direction doit impérativement être exercée par le donataire. Donc là, pour le coup, il faut qu'un des enfants soit prêt à reprendre la société. Alors depuis peu, il peut le faire en co-direction avec le donateur, mais en attendant, il doit quand même le faire lui-même. D'accord? Alors que dans le pacte entre guillemets classique, eh bien, la fonction de direction peut être exercée par le donateur. Donc le donataire peut faire tout à fait autre chose, il n'y a aucun souci. Okay. Et puis le pacte, dernier point sur le pacte post-mortem. Donc là, c'est le cas où le chef d'entreprise est décédé. Il n'a rien fait. Et là, les héritiers se retrouvent chez le notaire avec, ben voilà, la société vaut tant, ben donc maintenant, il faut que vous passiez à la caisse et il faut payer. Donc là, ils sont Oui, OK, si on on va peut les faire. montants. Voilà. Et donc, il y a une possibilité. Et d'ailleurs, dans les jurisprudences dont je parlais tout à l'heure sur les responsabilités de certaines personnes, notamment des notaires qui avaient été engagés, c'est notamment ce cas-là, où le notaire n'avait pas parler de cette possibilité de conclure un pacte post-mortem. Donc, c'est-à-dire, les héritiers vont en fin de compte signer un pacte ou avec les mêmes conditions, je vais revenir dessus, qu'on a évoqué. Donc, ils vont s'engager à conserver pendant 2 ans. Donc là, pour le coup, on commence l'engagement collectif, contrairement au pacte réputé avec qui on pouvait rentrer tout de suite dans l'engagement individuel de 4 ans. Là, dans le pacte post-mortem, et là, il faut tout surtaper, entre guillemets. Hein. Donc, l'engagement collectif de 2 ans et 4 ans avec un dirigeant, etc. Donc voilà, donc ça pour dire que c'est vraiment intéressant et que
Moi, j'invite chaque dirigeant à se poser vraiment la question de le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'avoir un enfant repreneur. On peut, en modifiant les statuts, arriver à des solutions où on peut transmettre tout en conservant les pouvoirs. Oui, en tout cas, merci pour toutes ces explications parce qu'on voit que le pacte du Trail, c'est important à connaître, qu'il y a une forte optimisation fiscale à la clé. Mais effectivement, il y a beaucoup de conditions à respecter. Il faut bien être encadré au niveau fiscal, mais aussi au niveau juridique. Et du coup, c'est là où tu interviens vraiment de manière pleine sur la partie avocat et de pouvoir justement nous mettre en garde sur les choses à bien respecter ou en tout cas les erreurs à éviter pour la mise en place du pacte du Trail. Comme je viens de l'énoncer, on voit quand même qu'il faut faire attention en termes de, il y a quand même pas mal de conditions à respecter. Bon, même si lorsque on se dit qu'il faut vraiment conserver les titres pendant 6 ans et ne rien faire, ça peut être relativement simple. Après, il y a des choses quand même où il faut faire attention. Par exemple, il faut bien penser à dénoncer l'engagement collectif de conservation. Si, notamment dans le pacte, comme j'ai indiqué tout à l'heure, parfois on indique qu'il est renouvelable tacitement. Ça peut présenter des avantages. En revanche, lorsque le donataire ou les héritiers reçoivent dans ces cas-là les titres en cours de cet engagement, il faut bien penser à dénoncer à l'administration fiscale la fin de l'engagement collectif pour que l'engagement individuel puisse continuer, parce que sinon il continue ad vitam aeternam et en fin de compte on n'est jamais sorti du pacte du trait. Voilà. Après, les points, oui, alors en cas de démembrement, tout à l'heure je disais qu'on pouvait faire du démembrement, ajouter des démembrement plus du trade. Donc, dans ce que, effectivement, l'intérêt, c'est que là, pour le coup, on a vraiment une double exonération. Mais comme je vous disais, d'ailleurs, moi, je suis plus partisan de la donation en pleine propriété dans le cadre du trade. Pourquoi? Alors, déjà, on a cette réduction de 50% des droits qu'on a qu'en pleine propriété. Déjà, ça tempère déjà l'intérêt fiscal de la donation en une propriété. Et surtout, le problème, c'est que lorsqu'on est en du trade et qu'on démembre, il faut prévoir dans les statuts que les pouvoirs du fruitier, donc en principe le chef d'entreprise, sont limités exclusivement à l'affectation des bénéfices. Donc en gros, il n'a pas de pouvoir. Donc, alors c'est vrai que quand on est hors du trade, tout à l'heure je disais qu'on pouvait démembrer, dans ce cas de figure, hors du trade, on n'a pas trop de contraintes. Euh, on peut donner les pouvoirs au nu propriétaire, même s'il y a des inconvénients, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. En Dutreil, si on veut démembrer, là pour le coup, il faut vraiment que l'usufruitier soit limité dans ses pouvoirs. Donc pour moi, l'intérêt est très limité, sauf si sauf si on est prêt à ce que l'enfant ait vraiment tous les pouvoirs et soit prêt à reprendre l'entreprise. Il y a aussi pas mal d'obligations déclaratives, hein, donc notamment bien penser quand on reçoit les titres à parler des engagements dont je parlais, donc respecter la fin de l'engagement collectif, s'engager à respecter la fin de l'engagement pris par le donateur ou le défunt, et s'engager après à respecter l'engagement individuel pendant 4 ans, donc il faut bien le préciser dans l'acte. Et puis, et puis surtout à la fin de l'engagement individuel, il faut penser à le mentionner, l'administration fiscale, dans les 3 mois à compter de la fin de l'engagement individuel, indiquer que en fin de compte, cet engagement individuel a pris fin et que les conditions ont bien été respectées. Voilà, donc bon, après, il y a tous les aspects qu'on n'a peut-être plus abordés sur tous les aspects civils liés à la transmission. Quand il y a plusieurs enfants, pour respecter l'égalité, tout ça, voilà. Donc ça, c'est autre chose. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment faire appel à un avocat pour anticiper en amont justement les parties Claire, donation, transmission, succession, de claire. pouvoir faire toutes les simulations, de pouvoir aussi calculer sur les risques à la fois fiscaux, mais en matière de droit des sociétés, de droit civil. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais pour un gain à la fin qui est très important en économie d'impôt. Et c'est pour ça que voilà, je peux faire appel à un avocat et fiscaliste comme Maître Rosenbaum. C'est plutôt une bonne idée, une bonne solution pour justement anticiper toutes ces Mm. questions-là et que vous ayez un vrai fiscaliste et un vrai spécialiste du pacte du travail pour optimiser au maximum cette partie de la vie de l'entrepreneur. Donc, en tout cas, je te remercie de nous avoir donné Ouais, toutes les informations. Et en plus, avec plaisir. on n'a vu qu'une seule partie du pacte du travail, parce qu'il y a beaucoup de choses au Mm. niveau juridique Ouais, à bien contrôler bien sûr. et à bien valider. Donc, c'est pour ça qu'on aura besoin de toi pour mettre en place ce pacte du travail. Ouais, avec plaisir. Donc, Avec plaisir, Maxime. Merci beaucoup, en tout cas, pour
Donc, je te remercie encore voilà, pour ton intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. On va également mettre le lien de Maître Rosenbaum dans la description de la vidéo si vous voulez le contacter sur les questions de Pacte du Trail. Et on espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez qu'on pousse sur des questions Pacte du Trail ou autres, notamment d'optimisation fiscale de la cession d'entreprise, etc., n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, on pourra vous apporter des réponses précises sur ces questions-là. Voilà, merci. Merci à vous.